Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 5e édition de Médias en scène. Alors dans quelques jours, c'est donc vendredi, c'est le Black Friday. Donc on a le Black Friday, on a aussi la Black Week, et puis tant qu'à faire, il y a aussi certains sites internet qui font le Black Month. Donc tout ça, en fait, concerne une grande majorité de Français, puisque les derniers sondages en date annoncent que 70 à 90% des Français vont acheter quelque chose pendant cette période, et en plus pour une dépense moyenne de l'ordre de 300 €. Alors, ça tombe bien puisque notre panel aujourd'hui a pour thème sobriété, transparence, diversité. Comment la communication peut-elle contribuer à faire émerger un nouveau modèle de société ? Je vais encore vous donner quelques chiffres pour qu'on plante bien le décor. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, publie chaque année en fait un baromètre qui mesure les représentations sociale du changement climatique. Il a été publié le dernier au mois de novembre, mais il a été réalisé avant l'été, c'est-à-dire avant les canicules et avant les incendies. 8 Français sur 10 considèrent aujourd'hui que le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines. C'est le plus haut niveau jamais atteint dans ce baromètre. Un Français sur 2 déclarait avant l'été avoir déjà subi les conséquences du réchauffement climatique. 62% d'entre eux considèrent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie. Et donc ça, c'est effectivement à noter, d'autant plus que c'est en augmentation de 5 points par rapport à l'année précédente. Donc on peut dire globalement qu'il y a une prise de conscience accrue de la part de nous tous. Si faire émerger un nouveau modèle de société paraît une nécessité pour limiter le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité, encore faut-il que nous, consommateurs, changions de comportement. Alors, l'ADEME, qui fait beaucoup de sondages, en a fait un autre qui est tout aussi instructif et qui nous dévoile que 7 Français sur 10 voient le lien entre leur choix de consommation et l'avenir de la planète. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. En revanche, on est tout de même 1 sur 3 à considérer que privilégier une consommation responsable pourrait nous contraindre à renoncer à certains plaisirs. Alors, puisqu'on va parler d'un nouveau modèle de société, on va quand même le décrire. On peut considérer que c'est promouvoir la sobriété, la circularité aussi, pour limiter les émissions de CO2, le gaspillage des ressources et la production de déchets. C'est donc faire le choix de biens et services utiles et plus durables, correspondant à de vrais besoins, respectueux aussi de la santé humaine et de celle des écosystèmes, avec l'objectif de les utiliser plus longtemps. Et c'est aussi s'inscrire dans un monde plus éthique, plus inclusif et plus collectif. C'est un très beau programme. Alors, comment la communication et la publicité peuvent-elles soutenir un tel modèle et accompagner la transition ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Valérie Descamps, qui est directrice générale de Média Transport. Donc, c'est une régie publicitaire qui est exclusivement concentrée sur les moyens de communication sur les transports publics RATP, SNCF. Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Et Corinne Bregène, qui est directrice générale et directrice du pôle partenaire du groupe Les Échos, Le Parisien. Bonjour à toutes. Et Chief Impact Officer. Par rapport au sujet, ça... Absolument, mais de toute façon, on va en parler. Voilà, nommé récemment Chief Impact Officer du groupe. Alors, pour vous toutes, moi j'ai une question préliminaire qui est la suivante. Est-ce que promouvoir un tel changement de modèle par la communication et la publicité qui ont alimenté pendant des décennies un modèle de croissance engageant à la surconsommation, est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement incompatible? Corinne, je vous pose la question en premier. Bonjour, ça marche, ouais. Bonjour à tous, merci. Donc on rentre dans le vif du sujet. Nous, notre conviction, et je pense qu'on n'est pas les seuls à la partager, c'est que la communication et la publicité
doivent devenir un levier efficace de la transition. On se tutoie, donc je me permets de te tutoyer, puisque dans la vie on se tutoie. Tu l'as dit, la communication et la publicité a été, sur les 50 dernières années, un levier pour pousser les gens à consommer, mais aussi à s'équiper. Il y a une façon négative et une façon positive de le voir. Moi, je suis plutôt du côté toujours des façons positives de voir les choses. Aujourd'hui, le contexte a changé. Tu l'as rappelé, le contexte l'urgence est là, et donc il faut transformer notre modèle. La communication et la publicité peuvent se mettre au service de cette transition, peuvent devenir un levier efficace. Comment ? En participant. Parce que pour rendre possible un monde bas carbone, il faut bien se dire qu'il faut le rendre désirable, ce monde bas carbone. Le monde bas carbone, il n'est pas noir et blanc. En tout cas, il n'est pas forcément noir et blanc. Le monde bas carbone, on peut le rendre désirable. Et de ce point de vue-là, la communication et la publicité peut le rendre désirable. Le rendre désirable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement changer le comportement, changer les imaginaires. Bruno Latour sera encore vivant, il dirait faire atterrir les imaginaires. Faire atterrir les imaginaires, c'est possible de façon sobre, mais de façon positive, de façon stimulante, de façon incitative. Donc il faut créer de l'adhésion, il faut créer du positif. Et pour cela, si je peux me permettre, je peux même donner quelques exemples concrets. Oui, bien sûr. Par exemple, étant dans un groupe comme celui-là, un publisher, notamment ayant comme responsabilité la régie publicitaire, réunir les conditions pour permettre aux entreprises de valorer leurs initiatives, de s'associer en conservant évidemment la ligne jaune, sans jamais franchir la ligne jaune entre la rédaction et la communication, mais permettre à des entreprises de valoriser des initiatives autour de l'éducation, autour du luxe de demain, du luxe éthique, autour de la santé, autour de la mobilité durable. C'est une opportunité de permettre de réunir les conditions pour que les entreprises puissent communiquer sur ces nouveaux imaginaires, ces nouveaux comportements, créer des nouveaux réflexes. Je pense à ce qui a été fait par la sécurité routière pendant des années. Aujourd'hui, ça paraît évident de mettre un casque quand on se balade en scooter, voire en vélo, notamment en vélo électrique, ou de mettre sa ceinture de sécurité, ou de ne pas conduire une fois après avoir trop bu. Voilà. Donc, c'est de ça dont il s'agit. D'accord, donc une accoutumation des publics, en fait. Ouais, rendre désirable, je crois que le mot est important, rendre désirable un monde bas carbone. Valérie, qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus ? Je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Corinne. Moi, je crois qu'on est à un moment vraiment critique, où effectivement, depuis cet été, tout le monde a pris conscience de l'urgence, de l'action à mener, et qu'on a tendance, du coup, dans ce genre de période qui génère évidemment de la peur, c'est pas être psychologue que de dire ça, à stigmatiser des responsables. Bon, il se trouve que la publicité, et derrière la publicité, finalement, c'est la société de consommation qui est stigmatisée et complètement remise en cause. Donc, moi, ma façon de voir les choses, c'est... j'aime pas trop accuser, moi, trop vite des acteurs ou des actrices. Je préfère me dire, si la publicité est critiquable, et elle l'est, je dirige une régie publicitaire, mais je peux dire que sur certains points, elle peut être critiquable, c'est vrai, mais elle peut aussi être utilisée comme un véritable outil de sensibilisation, d'interpellation, pour que les citoyens, dans leur globalité, puissent comprendre l'urgence de changer leur comportement. Alors, je ne renvoie pas la balle sur le citoyen, même si je crois profondément qu'il a un grand rôle à jouer. Je pense, et c'est ce qu'on fait, toute la filière de la communication, je représente aujourd'hui une régie publicitaire, mais la filière de la communication, c'est d'abord les entreprises, les marques, les agences de publicité, les agences médias qui achètent de l'espace, et nous, en bout de chaîne, les régies. Tout cet écosystème a quand même entrepris sa transformation, il faut quand même le dire, au travers des filières de la communication, des états généraux qui ont été lancés par Mercedes Serra, puis Bertie Toledano, où en fait chacun doit prendre sa responsabilité. Si on veut que la publicité subsiste, elle doit profondément changer dans son contenant, dans ses supports et dans son contenu. Corinne a parlé d'une campagne effectivement qui a marqué les esprits et qui démontre
à quel point la publicité est utile s'agissant de la sécurité routière. On pourrait aussi parler, Corinne, de la campagne Covid, où en fait tous les médias ont relayé les gestes éco-responsables. Moi, j'ai envie de vous parler d'une campagne qui va bientôt être diffusée. C'est celle d'Orange. Attends, on va peut-être venir aux exemples, peut-être après, Valérie, si vous voulez bien. Moi, je voudrais poser la question donc à l'autre Valérie, donc, qui représente l'ADEME. Donc, est-ce que cette communication, ce changement de modèle, ça suffit d'être un outil d'interpellation et de sensibilisation, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Alors, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je suis tout à fait d'accord. Sur le fait qu'il faut rendre désirable la sobriété. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le modèle linéaire tel qu'on le connaît, qui dit que en gros consommer c'est le bonheur, qui promeut la surconsommation, etc. Ce modèle, il est quand même à bout de course. Vous avez rappelé les nombreux baromètres que nous faisons et qui montrent qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, autour de tout ça. Je vous invite aussi à aller regarder d'un peu plus près l'étude qui a été publiée par Code Communication et Démocratie avec l'Institut Veblen, il ne faut pas que je me trompe, qui dit qu'en 30 ans, les quelques 30 milliards d'euros d'investissement publicitaire, et quand je parle d'investissement publicitaire, je parle beaucoup de publicité dite commerciale, parce qu'il faut quand même qu'on parle des choses. Communication commerciale versus communication publique, on ne joue pas dans la même cour. Et donc, en 30 ans, c'est 30 milliards d'euros annuel, bien évidemment. C'est en gros, ça a généré une augmentation cumulée de 5,3% de la consommation. Et en plus, le poids relatif de la consommation dans le PIB s'est renforcé au détriment de celui des investissements, puisque l'investissement en matière de R&D, il n'est que de 32 milliards. Donc 32 milliards, 30 milliards, etc. Vous voyez, enfin, c'est juste pour repositionner le poids. Deuxième point. Oui, marketing et sobriété, a priori, c'est incompatible et antinomique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en gros, le marketing, ce sont des outils qui nous poussent à désirer des choses et non pas à nous interroger sur nos besoins. Or, quand on repart sur la définition même du mot de sobriété, on est tous d'accord, c'est réinterroger nos besoins et c'est réduire la production et la consommation. C'est pas un vague truc de ripollinage, on est bien d'accord. Et donc, si on veut vraiment s'engager dans la sobriété, vers ce monde plus sobre, alors il faut qu'on ait des actions et pas simplement un discours qui soit beaucoup plus sincère, qui soit également équitablement partagé et qui soit systémique. Cette notion de systémie, elle est extrêmement importante aussi. Donc ça veut dire réinterroger ses besoins. Donc il y a 3 pistes, d'après moi, qui sont importantes. Ça veut dire que pour le marketing et la publicité, c'est se réinterroger en profondeur en faisant, en gros, le marketing de la sobriété et non pas le marketing sobre, ce qui est très, très différent. Deuxièmement, c'est de réduire la pression publicitaire de façon drastique. Et quand je parle de pression publicitaire, je mets tout le monde à l'aise. C'est toutes les formes, c'est tous les moments où on va recevoir de la publicité. Quand vous la recevez sur Internet, quand vous avez des influenceurs, quand vous l'avez dans la rue, etc. Enfin, je veux dire par là, il n'y a pas une forme plutôt qu'une autre à stigmatiser. Je parle bien de la publicité de façon globale. Mais enfin et surtout parce que la publicité et la communication, elles ne peuvent pas porter tout le poids sur leurs épaules, c'est de transformer, globalement, redéfinir les modèles de progrès. Ça veut dire donc une transformation sincère des entreprises, des organisations. Et là, aujourd'hui, on parle que des entreprises et organisations, mais il faudrait parler aussi des territoires. Je veux dire par là, c'est une redéfinition globale de la société pour qu'elle réinterroge son modèle, pour qu'elle aille vers un modèle qui soit plus circulaire. Donc oui, ça peut aller dans le bon sens, mais il y a quand même du boulot à faire avant. Et surtout qu'on est à une période où on est dans une ère de l'infobésité, dans une ère du doute. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler un chiffre. Le fameux baromètre Greenflex ADEME dit que 30% seulement des Français ont confiance dans les grandes entreprises. 30%, il y a une chute drastique. Donc ça pose des questions. Donc il faut une démarche qui soit sincère. Et c'est ça qui fait que le jeu, il est extrêmement... Enfin, la marche, elle est très haute à monter. Voilà. Alors, si on en revient à la communication comme moyen,
Donc je vais vous repasser la parole, Valérie, juste peut-être parce que vous avez fait un travail assez considérable à l'ADEME sur un guide de la communication responsable, donc qui s'adresse vraiment à tous les acteurs. Hein. J'imagine que ici autour de cette table, vous l'avez là-haut. C'est la Bible. Alors, est-ce que de façon très concise, vous pouvez un peu nous donner une définition de qu'est-ce que serait la communication responsable? C'est lié avec communication et consommation dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, c'est une communication où, en fait, on est capable de prendre ses responsabilités par rapport aux enjeux de transition écologique. Cette notion de responsabilité, elle est extrêmement importante, je vais en parler régulièrement, la responsabilité de la communication, parce qu'elle promeut, on a parlé d'imaginaire, on a parlé de choses comme ça. Ensuite, ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus systémique. Ce mot de systémique qui peut apparaître comme un mot un peu compliqué, c'est indispensable de l'avoir en tête parce que justement, c'est réinterroger là aussi le positionnement même et l'interaction des différentes facettes entre elles. Ensuite, c'est quelque chose qui demande de la cohérence. C'est quelque chose qui demande une cohérence à 360 degrés qui réinterroge tout le monde. Dans le guide de la communication responsable, publié chez ADEME Éditions, que je vous encourage à vous procurer le plus rapidement possible après cette émission. Oui, bah voilà. Et commercial qui plus est. Mais c'était pour vous. Exactement ça dont il s'agit. Exactement. C'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques. D'accord ? Qui est davantage à l'écoute des habitants de la planète. D'accord, mais de façon concrète, en fait. Mais attends, c'est important parce que justement... Aux applications. Qui s'intéresse autant au contenu qu'à la façon de la délivrer et qui prend la notion d'urgence. C'est important de l'avoir en tête parce que du coup, on a 4 piliers. On l'entend, on a un pilier sur l'engagement, sur les messages, eu égard à justement leur impact environnemental, social et économique, il faut le dire. À partir de là, et donc ça concerne toutes les formes de communication, pas uniquement la publicité. On y viendra après si on a le temps. Deuxièmement, l'évaluation et la réduction des impacts, l'éco-socio-conception. Troisièmement, parce que c'est un troisième pilier qu'on oublie régulièrement, c'est tout ce qui est la relation avec les parties prenantes, et notamment leur écoute sincère pour pouvoir faire progresser et pour pouvoir évoluer. Et co-construire le modèle de l'organisation. Quatrième pilier, l'efficacité, la pertinence et l'éthique. Parce que bien souvent, on me dit « Ah, tu vas faire un truc en com responsable, je suis certain ça va être moche. » Mais arrêtons avec ça. À partir du moment où on fait de la communication responsable, on a envie que ce soit efficace, ne serait-ce que par rapport aux moyens qui sont alloués. Mais en plus, ça doit être éthique, c'est-à-dire que ça doit se faire dans le respect des parties prenantes à la fois internes et externes, ce qui veut dire notamment quand on fait appel à des agences ou à des prestataires ou autres, etc., qu'on respecte tout le monde. Et puis en interne, l'égalité femmes-hommes, #MeToo, etc. Bon, 4 piliers là-dessus. La sincérité. C'est une définition compliquée, longue. La sincérité, il faut être sincère dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit de faire. La véracité des preuves. L'humilité, parce que ce n'est pas notre malheureux produit qui va changer le monde, il faut quand même qu'on en soit tous conscients. Et la transparence, oui, parce qu'il faut dire les choses. Voilà, en quelques mots, très rapidement, dit les choses. Alors, ça fait un sacré cahier des charges. Donc, moi, je vais me tourner vers Corinne. Est-ce que finalement, pour essayer de respecter un cahier des charges, si tant est que ce soit possible d'ailleurs, hein, aussi ambitieux, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée qu'il faudrait peut-être carrément interdire à certains annonceurs de faire de la pub ? Alors, grande question, surtout que tu as introduit par le Black Friday, ce qui est une très bonne façon d'introduire aussi le débat. Moi, je pense que d'abord, première remarque assez banale, c'est que dans transition, il y a cette notion de temporalité. Et vraiment, je le répète, la question de l'urgence, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Ça fait 3 ans, enfin non, c'est pas là, c'est dans notre panel. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça fait 3 ans que dans le groupe Les Échos Parisiens, on a entamé une stratégie d'engagement responsable pour transformer très profondément la stratégie de l'entreprise et pas de façon silotée, pas en se disant on fait ce qu'on a à faire et puis sur la partie transition environnementale, sociale et sociétale, on fait ça. C'est quelque chose qu'on a mis vraiment au cœur de notre transformation, qui prend du temps et qu'on essaie vraiment de désiloter. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça me tient très très à cœur et c'est quelque chose de très important pour nous, mais il faut quand même accepter et admettre que ça prend du temps et que c'est pas binaire. On va pas passer de 0 à 1 ou de 1 à 0 comme ça en claquant des doigts. D'où sur l'énergie
la question du nucléaire d'ailleurs. Alors, on pourrait me dire évidemment, ça fait 50 ans qu'on le sait, bon, maintenant on fait avec la situation aujourd'hui. Moi, je suis assez pragmatique. La question, c'est par rapport à la situation d'aujourd'hui, comment on fait pour agir et comment on fait pour agir efficacement. Donc, cette question de temporalité, elle me paraît importante, première chose. Deuxième chose, sur la question de l'interdiction. C'est une très bonne question. On ne se cache pas la face, on ne se voile pas la face. Tu l'as dit, Valérie, tout à l'heure, Valérie D, tu l'as dit tout à l'heure, la question de l'acceptabilité de la publicité, elle est sur la table. Il y a 83% des Français qui seraient pour une interdiction de la pub. Alors, bon, 83% des Français qui seraient pour une interdiction de la pub. Mais est-ce que c'est 83% des Français? Il faudrait leur poser toutes les questions parce que, vous l'avez rappelé, Valérie, il y a cette question d'écosystème. Je sors d'un panel qui a lieu de l'autre côté avec les patrons de la grande presse quotidienne nationale qui rappelaient quand même que dans le modèle économique des journaux qui sont ici, par exemple, des Échos, du Parisien, du Monde ou du Figaro, s'il n'y avait pas de publicité, les journaux ou l'abonnement ne coûterait pas le même prix. Ça ne coûterait pas 2 €, 3 €, 4 €. Ça coûterait 20 €, 25 €. Donc là, est-ce que ce n'est pas le risque aussi de se couper de toute une partie de la population et de ne plus rendre accessible l'information de qualité? Donc la question de l'interdiction de la publicité et le fait que les citoyens massivement... oui, si on vous dit massivement, est-ce que tu préfères ne pas avoir de messages, il faut juste expliquer ce qu'il y a derrière la publicité, ce que finance la publicité et comment la publicité peut se transformer. Je le répète, la publicité peut devenir un vecteur, un véhicule majeur de transition. C'est pas des mots en l'air. Alors, après, pour répondre de manière très directe sur la question de l'interdiction, nous... Et moi, personnellement, je suis plutôt du côté de la stimulation, de l'incitation, de la valorisation plutôt que de l'interdiction. Surtout dans cette période de transition dans laquelle on est. C'est très compliqué aujourd'hui, franchement, de pouvoir dire qui est cohérent, qui n'est pas cohérent. Alors, on peut, dans les extrêmes, juger de choses qui sont d'abord hors la loi. Il y a toute une législation aussi qui est en train de se mettre en place, notamment, je pense à l'industrie automobile. Alors, c'est certainement pas assez, il faut certainement aller plus loin, pourquoi pas, mais là aussi, il faut faire attention à toute cette réglementation. J'ai écouté Jean Viard, qu'on ne peut pas soupçonner d'être le plus grand capitaine, enfin, il ne défend pas un modèle archilibéral. Jean Viard sur France Inter, pour ne pas les citer, ce week-end, rappeler que c'était important aussi de laisser un peu de liberté à l'énergie créative. C'est important aussi de se dire et de remettre au cœur du débat le fait que les entreprises, elles n'ont pas que des défauts, elles ne provoquent pas que des problèmes. Les entreprises, elles sont au cœur de la vie des gens. Les entreprises, elles créent de l'emploi, elles créent du lien social. Donc ça aussi, il faut se le dire. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les entreprises tout faire. Les entreprises, elles sont bien sûr détenteurs du problème aussi, mais elles peuvent aussi être détentrices de la solution. Donc moi, sur l'interdiction, franchement, je préfère valoriser, inciter, stimuler que interdire. Un ananas, a priori, il est bio, mais s'il a traversé la planète pour venir dans mon assiette, il n'est pas bio. Un yaourt bio, il peut être bio, il peut être sain et labellisé de façon correcte au regard et à l'aune de tout ce qu'on dit, mais ça dépend comment le pot dans lequel il est distribué et dans lequel vous le mangez a été fabriqué. Ça dépend comment la publicité qui le met en valeur a été shootée ou elle a été shootée. Donc il y a beaucoup de choses qui garantissent ou pas la cohérence, la pertinence. Donc la valorisation dans cette période d'incertitude où c'était très compliqué. Et puis vous savez, l'époque où les gens faisaient des listes, moi ça me rappelle des mauvaises époques du monde, de notre histoire récente. Donc moi je suis pas tellement de ce côté-là. Je respecte tous les avis, toutes les opinions, mais on n'est pas de ce côté-là. Alors comment est-ce qu'on peut valoriser? Je ne sais pas si je peux encore le dire, mais il y a plein de façons de valoriser. Je vais vous donner des exemples très concrets de comment on peut valoriser. Comment on valorise? Par exemple, de manière très pratico-pratique en matière de publicité, on a créé dans nos espaces, dans nos univers, en print, en numérique, dans nos événements, ce qu'on appelle un patrimoine horizon responsable. Le patrimoine horizon responsable, on a identifié de manière très claire sur le papier et sur le numérique des espaces publicitaires à proximité de contenus qui traitaient des sujets de transition environnementale, sociale et sociétale. Et on donne la priorité sans
majoration tarifaire aux annonceurs qui communiquent sur, qui valorisent, qui communiquent sur leur transition environnementale ou sur des initiatives autour de la transition environnementale, sociale et sociétale. Voilà une façon très concrète. C'est très intéressant. Donc, c'est pas l'exclusion, mais c'est l'encouragement. Voilà, c'est l'encouragement, c'est la valorisation, c'est la stimulation, et c'est aussi le fait que charge à nous aussi de nous autoréguler. C'est-à-dire qu'en fait, de nouveau Jean Viard, ce week-end, il disait quelque chose de très juste. C'est quand même un peu dommage de se dire que le pays de Pasteur n'a pas réussi à produire un vaccin contre le Covid en temps et en heure. Alors là, ça y est, il arrive. Mais c'est quand même, donc il y a quand même quelque chose autour de la bureaucratisation. Et quand je dis ça, je suis pas contre la législation. Je suis pour la législation, mais je suis aussi pour qu'on s'autorégule et qu'on avance nous-mêmes. Alors Valérie, chez Média Transport, comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que vous avez pas mal de contraintes aussi. Donc ça se passe comment? On en a concrètement? On gère à peu près plus de 20 000 visuels par an. Et par rapport à la question que vous posiez de l'exclusion de certains annonceurs, de certains secteurs, je rappelle juste un fondement juridique. Alors, ça sert quand même à quelque chose. On ne peut pas refuser une vente sans un motif. Donc voilà. Donc déjà, moi, c'est ma première réponse. Donc on ne peut pas refuser, par exemple, une compagnie aérienne, on refuserait. Non. Pourquoi je refuserais? Quel est ce principe de discrimination? Donc non. En revanche, on peut agir, et on agit sur le visuel. Ça, c'est très important. On a un processus de visuel chez Média Transport, en particulier, qui est extrêmement strict et qui, sur notre sujet du jour, nous permet... Alors, je rappelle qu'on a signé une charte il y a maintenant 10 ans, 12 ans. Je regarde Lydie qui est responsable du développement durable chez nous. Il y a 10 ans déjà, une charte avec la RPP, justement, suite au Grenelle, pour justement... La RPP, c'est l'autorité de régulation de la publicité. L'ancien BVP, qui permet justement de modérer les propos, les allégations parfois disproportionnées de certains annonceurs qui prétendent sauver la planète. Donc là, on a un véritable rôle de filtre, de modérateur qu'on joue à plein. Je regrette d'ailleurs qu'on soit si peu nombreux à être aussi stricts sur le sujet, mais on le fait. On ne refuse pas les visuels, on demande aux annonceurs de modifier. Quand on trouve que l'allégation est vraiment disproportionnée, on va lui proposer un autre wording. Soit ils acceptent, on diffuse, soit ils n'acceptent pas, on renonce à la campagne. Et ça fait partie aussi des entreprises responsables. À un moment donné, il faut savoir aussi dire non à des revenus financiers. Et sur 20 000 créations par an, vous en refusez combien ? On en refuse très peu. En réalité, les visuels qui posent problème, c'est de l'ordre de 2%. Où là, ça se termine dans le bureau de ma direction juridique et moi-même, où justement, on va transiger, parce que souvent aussi, après, c'est pas forcément que des sujets environnementaux, d'ailleurs, qui posent problème. Hein. C'est aussi beaucoup de sujets liés à l'image religieuse, etc., etc. Mais finalement, très peu, puisqu'on fait... On est plutôt là aussi dans le consensus, dans le compromis. Je crois, Valérie parlait d'un sondage où globalement les entreprises étaient encore mal perçues, c'est ça? Ce que je trouve évidemment dommage, parce que les entreprises... alors, moi, je vais parler de toutes les entreprises d'une façon générale, mais les entreprises ont quand même ont entamé... Je ne dis pas tout à 100%, mais en grande partie, on a entamé notre transformation. Nous, elle est entamée depuis longtemps. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Valérie Adem. Et pourtant, a priori, c'est peut-être pas forcément naturel, mais quand vous parlez de réorganisation de l'entreprise, nous, ça y est, c'est lancé. C'est-à-dire que Média Transport, vous connaissez forcément, hein, c'est tous ces panneaux papier et numérique que vous croisez dans le métro et dans les gares. Bon, qui sont très stigmatisés. Les écrans numériques, je voudrais quand même en parler si Françoise me l'autorise, mais il faut... Ce qui est dingue, c'est que tout cela est contre-intuitif, et encore une fois, on est dans le symbole. On a entamé notre transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait, il y a encore 2 ans, plus de 120 000 emplacements publicitaires. Plus de 120 000 emplacements publicitaires partout en France. À l'heure où je vous parle, on en a 100 000. On a déjà quand même réduit de façon considérable. Dans les gares, je veux quand même donner cet exemple. Oui, c'est très intéressant. Parce qu'il est quand même
je trouve, il devrait être un modèle. Voilà, c'est ce que je crois profondément. Et c'est grâce à la technologie, grâce aux écrans numériques. Aujourd'hui, dans les gares, on a 12 000, un peu plus de 12 000 emplacements publicitaires. Papier, rétroéclairé, écran numérique. À la fin du premier trimestre 2025, c'est-à-dire très rapidement, parce que là où je rejoins encore Valérie, c'est qu'il va falloir qu'on trace la route et qu'on accélère le mouvement, ça je suis complètement d'accord, il y aura 3000 écrans numériques. On va dédensifier par 4 le nombre de positions publicitaires. Et ça, je crois que c'est une vraie réponse. La dédensification, la baisse finalement d'unités de production ou d'unités de diffusion est une solution réelle, tangible, accessible, qui coûte de l'argent, 60 millions d'euros. Les entreprises n'ont pas forcément tous les moyens de le faire. On a la chance d'avoir des actionnaires qui nous suivent là-dedans. Et ça va nous permettre, en moins de 5 ans, de réduire de 45% nos émissions carbone et de 70% nos consommations énergétiques. Évidemment, personne ne le sait. Alors, puisque quand on dit un écran numérique, c'est une honte à l'heure de la sobriété, comment un écran numérique peut-il encore être allumé? On ne sait pas derrière ce que l'écran numérique peut finalement favoriser. Encore une fois, c'est complètement contre-intuitif ce que je raconte là, sans parler en plus du modèle contributif financier qu'on a. Voilà, alors oui. Bon, que je peux peut-être quand même aussi en parler. Dites-le, puisqu'on est sur les écrans numériques. Mais non, mais parce que je bois du petit lait quand j'écoute Valérie. Parce que ça fait plaisir. Non, mais vous deviez avoir un contradicteur à cette table, mais il n'est pas là. Alors profitez-en, Valérie. Je peux peut-être... oui, parce que quand effectivement on a certains élus, il n'est pas là, mais on aurait pu aussi donner l'exemple de Grenoble, qui décide de pardon, juste pour information, c'était le directeur de la communication de Rennes qui devait être là et qui malheureusement est souffrant. Et c'est une ville qui est en train de supprimer la majorité des affichages publics. Non. Alors... Publicitaire. Alors, je rappelle, et s'il avait été là, je lui aurais dit exactement la même chose, comme son compère à Grenoble, où à coup d'annonce, à coup de com politique, on supprime les 4x3 dans la rue. Super. Mais la pub continue dans les abribus, la pub continue sur les bus, c'est nous, je peux vous en parler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi? Surtout qu'on ne précise pas que dans l'affichage en particulier, c'est le média le plus taxé, il faut le savoir. Déjà parce qu'on dépend du ministère de l'Environnement. Bon. Donc, Valérie, on ne va pas non plus faire le panégyrique de l'affichage numérique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important en ce moment de ne pas tomber dans le piège des symboles, des coups de com' ou des coups politiques, alors qu'on oublie de dire que la publicité extérieure reverse plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux opérateurs de transport, aux villes, et cet argent est réfléchi, il faut l'espérer, en tout cas c'est le cas pour la RATP et la SNCF. Par exemple, la RATP, ça permet de financer la mutation des bus thermiques aux bus électriques. Bon, alors Valérie Adem, moi je vais vous repasser la parole. Donc Valérie, Médiatransport nous dit que finalement elle va avoir beaucoup moins de panneaux d'affichage. Est-ce qu'on peut espérer que du coup, ce qui va être affiché va être beaucoup plus responsable, beaucoup plus sincère, beaucoup plus éthique? Non. Et comment faire? Non, je vais répondre tout de suite. Je pense que non. Ce ne sera pas la majorité des publicités. Encore une fois, je parle bien de publicité commerciale. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Moi, j'ai quand même un certain nombre de choses oui, il faut réduire la pression de la publicité commerciale. C'est indispensable. Valérie, vous nous dites, j'ai noté les chiffres pendant que vous parliez, le fait qu'on va passer de 1200 emplacements dans les gares, pardon, 12 000, oui, à 3 000, pardon, excusez-moi. Je trouve ça intéressant. Parce que effectivement, mais si vous voulez mon avis, à moins que vous soyez devenu une entreprise philanthropique, il doit y avoir quelque chose qui derrière fait qu'il peut y avoir quand même un intérêt. Voilà, et il ne faut pas qu'on perde notre question, qui est le changement de modèle. Et je n'ai pas perdu. Et donc justement, c'est ça que ça réinterroge. C'est quel est le changement de modèle qu'il y a derrière. Et c'est bien ça, à partir du moment où on réduit la pression publicitaire, comment est-ce que l'on fait concrètement pour que justement les gens ne soient plus... se sent plus, comment ça s'appelle, toujours submergé de publicité. On parle des panneaux, mais honnêtement, vous avez raison, ne parlons pas que des panneaux. On peut parler 3 minutes des influenceurs, qui sont une véritable catastrophe aussi en matière de promotion d'un certain mode de vie.
il y a quand même une véritable... Non, mais il y a quand même un véritable questionnement. Il y a des influenceurs qui vivent à Dubaï et qui nous promeuvent des modes de vie qui sont tous sauf des modèles de, de réflexion par rapport à ses besoins. C'est pas unique. Il y a aussi la question sur la publicité, sur les réseaux, sur Internet, etc. Je veux dire, il faut bien se poser la question de la réduction de la publicité dans sa globalité et du mode de vie que cela va pouvoir donner à voir. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers une publicité qui soit plus responsable? Est-ce qu'il faut interdire? De toute façon, il y a la loi climat et résilience. On a réussi le tour de force, on n'a pas encore parlé une seule fois de la loi climat et résilience. Aujourd'hui, quand même, avec les contrats climat, les contrats climat publicité, je dois l'avoir dans le désordre, on voit bien qu'il y a quand même, pendant ces 2 années, un certain nombre d'obligations qui vont peser sur les professionnels de la filière, bien évidemment. Mais attention, si dans 2 ans, ça ne marche pas, l'État, il peut quand même encore actionner quelque chose, c'est de l'interdire, cette publicité. Alors, il y a un enjeu pour tout le monde. Soit on joue vraiment les règles du jeu qui ont été demandées et on s'engage. Et à ma connaissance, peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Aujourd'hui, les contrats publicité climat sont ce qu'ils sont, on va dire ça de façon polie, et qu'il y a certainement une petite marche pour essayer de faire en sorte qu'ils soient plus forts, plus engageants, et je pense que ça c'est aussi important. Deuxième, et donc sans ça, il y a toujours la possibilité que l'État, le gouvernement, actionne la question de l'interdiction. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait, parce qu'ils ont préféré, pour plein de raisons, dire bah, « ok », on fait un engagement volontaire, mais demain, je ne suis pas certaine que ça puisse continuer à garder comme ça. Deuxièmement, c'est un refus de vente. Et bien alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil que ce qu'on a fait pour la publicité sur la télé? Toutes les régies se sont mises d'accord. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas l'agrément de la RPP, on ne peut pas diffuser en télé. Pourquoi pas? Rêvons d'un monde un peu différent. Ça veut dire faire passer des messages au filtre de l'autorité de régulation de façon systématique. Voilà, de la recommandation de développement durable. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, quand vous avez une publicité, il y a tout un ensemble de recommandations qui sont faites par l'autorégulation, effectivement, et que vous devez suivre. Pour votre information, les derniers chiffres qu'on fait, parce que l'ADEME est encore dans ce coup-là, donc le bilan ARPP-ADEME, les derniers résultats, c'est qu'en gros, on est quand même encore à 11% de manquement, c'est-à-dire qu'il y a 11% des publicités que nous analysons qui ne sont pas conformes à la recommandation de développement durable. Et donc, qui font du greenwashing, par exemple? Oui, qui font du greenwashing, mais très fortement, et qui, en plus, posent problème parce que, vous voyez, il y a d'autres recommandations, comme la personne humaine, les comportements alimentaires, mais eux, ils n'ont que 0,1% ou 0,2% de manquement. Vous ne croyez pas qu'il y a un petit problème là de ce côté-là? Donc, pourquoi, après tout, ce serait peut-être intéressant de regarder ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les régies pub, si c'est possible, je ne sais pas de quelle façon, s'unissent et disent que dans les conditions générales de vente, elles exigent d'avoir l'accord, enfin l'avis ARPP pour l'intégralité des publicités qui leur sont proposées. En plus, ça va bien dans votre sens et dans ce que vous faites. Et moi, je trouverais ça plutôt assez intéressant. Alors, attendez, moi, je voudrais passer la parole à la salle, là, peut-être, voilà, parce que Alors, madame, allez-y. Alors, moi, mon job, c'est de réinventer le demain des industries et des métiers d'hier. Donc, je suis complètement alignée sur votre sujet, je fais que mais honnêtement, il faut quand même que la vie, elle soit un peu drôle. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout envie d'être dans un monde où la pub me fait la morale toute la journée, en mode propagande. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie qu'on me responsabilise, mais j'ai pas envie qu'on m'infantilise. Et donc, votre discours, j'y adhère sur le fond, mais vraiment, j'y suis allergique. Ça me donne envie d'arrêter. Corinne. Alors merci pour cette intervention parce que je suis à 300% d'accord. C'est ce que disait, pardon de reciter toujours les mêmes personnes, mais Bruno Latour, une semaine avant de décéder, il le redisait, il disait pourquoi le Parti écologique en France fait... Enfin, c'est un fiasco absolu, pardon de le dire, parce qu'il ne crée pas d'adhésion. Parce qu'en fait, il faut créer de l'adhésion. Et il faut arrêter d'infantiliser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis d'accord sur tout, mais pas sur la forme et sur la méthode. Voilà. Si je peux me permettre... Et pardon, et après, il y a une question aussi de modèle économique, parce que vous l'avez rappelé à juste titre, le modèle économique, je le redis, sur le modèle économique, d'abord, je vous donne aussi quelques chiffres, si je peux me permettre. Vous savez que les investissements publicitaires dans le média presse dans sa globalité, il a été réduit de moitié en 10 ans, de moitié.
de moitié. Donc, et dans la même période, des grands groupes de presse, pas que le nôtre, hein, Le Monde, Le Figaro, ont investi massivement, moi je vous parle de ce que je connais bien, hein, massivement sur le numérique pour aussi rendre accessible au plus grand nombre la presse, investiguer, enquêter pour financer des rédactions. Là, vous savez combien il y a de journalistes dans un groupe comme le nôtre? Il y a 750 journalistes. Le Parisien aujourd'hui en France, c'est 450 journalistes. Le Monde, c'est 500 journalistes. Les Échos, c'est 200 journalistes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça se finance. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas valoriser, inciter, s'autoréguler, parce que je suis absolument d'accord pour pas... avant une législation qui soit un petit peu bloquée. Ce qui s'est passé sur l'industrie automobile, d'ailleurs. Oui, je suis ravie, moi, de voir que vous allez enfin diminuer un petit peu les écrans numériques de publicité, mais quid des contenus? On essaye de responsabiliser les citoyens et votre intitulé, là, c'est vers une société, une amélioration de la société, une société responsable. On explique aux gens qu'il faut essayer de consommer en fonction de leurs besoins. Qu'en est-il quand on voit tous les matins dans le métro un panneau qui explique que si vous achetez 2 paires de chaussures, la 3e est à moins 50%, qui a besoin de 3 paires de chaussures le même jour. Pareil, quand on se retrouve avec des panneaux publicitaires tous les jours. Ce matin, le vol Ibiza Transavia, 29 €, alors qu'on sait que les transports aériens sont la première cause des gaz à effet de serre. Pareil, on entend actuellement responsabiliser les citoyens en leur disant arrêtez le Wi-Fi le soir, alors que combien consomme un panneau numérique que personne ne regarde, enfin j'espère, ou en tout cas très peu, et c'est milliers de Valérie, est-ce que vous voulez répondre à madame? Oui, bien sûr, je vais répondre à madame en répondant aussi à vous-même. C'est pas ce que, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est pas ce que Valérie a dit tout à l'heure. On n'est pas dans l'infantilisation, on est vraiment dans la responsabilisation de la marque et du citoyen. J'ai un exemple là. Non, mais je vais vous expliquer comment ça... Bien sûr, attendez. Pour vous rassurer, à un moment donné, il y a une idée absolument dingue qui est sortie de la convention, on ne sera peut-être pas d'accord sur ce coup-là, convention pour le climat, qui disait à chaque publicité sur la consommation, je vous rejoins madame, rajoutons, en avez-vous vraiment besoin? Non mais qui on est quoi? Là je suis d'accord avec vous, on est quand même des adultes, on a encore un peu de choix, un peu de libre arbitre. Nous ce qu'on fait, en revanche, ce qui est important, c'est que quand on a des marques, nous on a des visuels pour des marques commerciales qui prétendent sauver la planète grâce à leurs nouveaux soins de beauté, faut peut-être pas non plus déraisonner. Oui, non, mais c'est la difficulté de ce débat, c'est le juste milieu. Quant à madame qui se plaint, alors, le problème c'est qu'on a un média tellement puissant qu'on ne parle que des écrans dans le métro. Oui, il y a encore de la publicité commerciale. Oui, quel est mon droit d'interdire EasyJet de communiquer sur son Paris-Toulouse? Il est où mon droit d'interdire cela? Vous n'êtes pas obligé de prendre EasyJet. Non, mais je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a notre responsabilité. Il faut comprendre que les marques sont en train d'évoluer. Alors, attendez, parce que là, on arrive au terme de cette... Mais on n'a pas dit qu'on ne pouvait rien faire. On a dit, je voudrais justement, Françoise, parler de l'exemple d'Orange. Il faudrait que cet exemple se démultiplie. La campagne de Noël pour Orange, c'est la promotion d'un téléphone reconditionné. Avec un usage modéré. Si toutes les marques vont dans cette direction et commencent à se dire, au lieu de favoriser la consommation de produits neufs qui crament tout en termes de carbone, puisque c'est l'éco-conception qui crame tout, et qui en plus encourage, c'est ce qu'a fait Augustin de Romanet, le patron de l'ADP. Il a dit, prenez moins l'avion. Si on est de plus en plus nombreux à aller dans cette direction, je crois qu'on peut y arriver dans le calme. Bon, valorisation, stimulation plutôt que sanction. Monsieur, oui, très rapidement. Moi, j'étais dire comme du WWF, qui est quand même une ONG qui travaille avec, on se connaît, on a fait les Creative Awards avec Valérie, qui connaît plutôt bien les grandes marques. Et en même temps, j'étais à l'Observatoire indépendant de la publicité et je fais partie de ceux qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Moi, je vous alerte. Moi, j'entends le discours, il est très sympathique, mais je vous alerte sur la judiciarisation actuellement de la relation entre une grosse partie des populations et les messages des agences. Tout ce que je vois, c'est que là, en État, on a deux
contentieux, un avec New Balance, un autre avec Adidas, qui s'ils sortent, et il se trouve aussi la génération des magistrats est en train de changer. Et si ces deux marques se font sanctionner sur leur communication pour greenwashing, elles pourront faire appel. On ira en cassation. Et une fois que la cassation a dit qu'en effet, il y a un premier message, vous pouvez tous pleurer parce que c'est fini. Là, on va rentrer vraiment dans le dur. Donc, j'exhorte l'ensemble du secteur, rapidement, au niveau du légal, à faire attention. Et pour rebondir sur ce que disait Valérie, moi, j'entends, hein, elle fait un super boulot. Et c'est vrai qu'on tape sur UPE, enfin, sur l'ensemble de la publicité extérieure de façon, je trouve, démesurée. N'empêche que EasyJet, la communication sur la compensation, c'était une grosse merde. Il faut quand même le dire, quoi. C'était un vrai foutage de gueule. Et du moment où on va avoir une ONG qui va l'attaquer, et ben là, c'est l'ensemble du secteur qui va pleurer. Merci pour votre témoignage. Valérie, de façon très, très, très concise. Ça va être dur. Ça va être dur. C'est pas dans ma... Non, mais... On n'a pas pu me lancer sur la neutralité carbone, que je trouve qui projette un imaginaire trompeur qui est un véritable scandale. On n'a pas pu parler de tout ce qui est lié à la formation. Comment est-ce que vous voulez faire pour que des gens changent des pratiques publicitaires à partir du moment où ils ne comprennent même pas les enjeux, les tenants, les aboutissants, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles à ces questions-là, mais qu'ils sont insuffisamment formés. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout? À faire le bon mot, à faire une sorte de choses qui peut se faire au détriment même de tous les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Ça ne veut pas dire couper la créativité, je ne rejoins absolument pas. Ça ne veut pas dire faire de l'infantilisation. Heureusement que ce n'est pas ça. Parce que heureusement qu'il y a des publicitaires qui sont créatifs. Vous connaissez la publicité de la SNCF qui s'appelle Hexagonal? Une publicité ultra créative, éco-conçue, qui a reçu un lion, je ne sais plus trop où. Et c'est là où je trouve que ça, c'est aussi important. À force qu'on dise qu'on va faire de la publicité suante, pas efficace, etc., parce qu'on fait de la communication responsable, on encourage cette petite musique-là, à force de dire qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas transformer le modèle, parce que le modèle dans lequel on est, qui est une société de l'hyperconsommation, eh bien, oui, alors, on ne pourra jamais la changer, c'est dommage. Donc voilà, moi je voudrais juste redire aussi là-dessus qu'on a besoin de travailler ensemble. Alors je crois qu'il y a quand même une volonté de la part de la profession de se transformer. Ça, je pense qu'il y a des vrais débats intrinsèques dans cette profession. Je crois que Corinne peut en témoigner. Ouais. Si je peux me permettre de donner un exemple très très concret, très précis, quand je parle de la transformation et de faire de la publicité un levier efficace de la transition. Pour ceux qui connaissent bien le monde de la publicité, on est beaucoup interpellé sur la publicité, sur ce qu'ils appellent le ROI, le retour sur investissement. Vous savez, le fait de dire est-ce que ça fait vendre ou pas. D'accord ? Bon, une des actions sur lesquelles moi je me bats personnellement, c'est de transformer cet indicateur qui est un peu le Graal dans l'univers de la publicité, pour le transformer pour entamer le ROI, pour lui enlever un COI. C'est-à-dire que moi, ce que je défends, c'est l'idée de se dire que le ROI prime de demain, ce sera un ROI auquel on enlèvera le COI, le coût sur l'environnement et le coût social de nos communications publicitaires. Ça, c'est quelque chose de très concret. On est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais du message au début, sur faire atterrir les imaginaires et faire en sorte de rendre désirable un monde bas carbone. Et puis après, il y a quelque chose de très concret. Vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie. Vous avez parlé du marketing sobre et le marketing de la sobriété, le marketing sobre, c'est les deux, c'est le fond et la forme. Donc, si on arrive à un ROI prime, je vous assure que ça va se modérer. Autre exemple, sur le programmatique. Vous savez que la publicité, c'est du print, c'est du numérique, mais c'est maintenant dans le numérique beaucoup de programmatique. Vous savez, c'est cette confrontation entre la vente et l'achat de manière automatique. Ce système-là, il fait qu'il y a plein d'impressions publicitaires qui ne servent à rien, qui partent dans la nature et qui coûtent en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si on essaye de trouver des façons de cadrer la publicité programmatique et de faire en sorte de n'envoyer que des impressions utiles, il y a 80% des impressions qui disparaissent. Et donc là aussi, on a un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des choses très concrètes, très pratiques, très pragmatiques pour faire en sorte de transformer cet univers. Bon, alors je vais conclure cette table ronde particulièrement animée. Donc, on a bien vu que voilà, vous pourrez discuter après. Donc il y a les messages, il y a les modes opératoires, mais je crois qu'il y a aussi une tendance assez lourde qui est que la communication va véhiculer de l'information. Et donc ça commence aussi à faire évoluer les esprits, parce que notamment quand il y aura des affichages environnementaux obligatoires, eh bien probablement que les produits et les publicités produits les afficheront aussi. Donc ça va être une nouvelle étape dans les mois et les années qui viennent. Et
je crois qu'on l'a dit, mais je voudrais réinsister sur ce point en conclusion. Je crois qu'il n'y a pas de communication responsable sans entreprise responsable, et que ça aussi, ça va de plus en plus dans le bon sens. Donc moi aussi, je suis du côté des solutions et des optimistes. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.